toi. Pour tes étudiants, il y a un livre qui s'intitule Pas de fumée sans Freud, sur le rapport de Freud au cigare et donc à l'oralité. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième séquence clinique, qui n'est pas la clinique de l'oubli, mais la clinique de l'angoisse, à l'ère des catastrophes annoncées. Thierry. Bon, c'est pas de truc. Ça marche là, oui. Alors, c'est pas un titre très réjouissant, hein. Clinique de l'angoisse à l'ère des catastrophes annoncées. J'avais proposé ce titre l'année dernière, en juin. Je ne pensais pas qu'on aurait avancé aussi vite. Nous avons avancé. Donc, à l'ère des catastrophes annoncées, ce dont témoignent les personnes que nous voyons en consultation, ce sont les sentiments d'incertitude quant à l'avenir, de doute quant au sens de leur existence. En résulte un aquabonisme latent et diffus qui envahit de plus en plus la plupart d'entre nous. En effet, que vaut une peine sans espoir ou sans récompense? Que vaut un effort, un labeur qui ne porterait pas de fruits? Que vaut la vie si elle est arbitrairement réduite au néant? L'arrivée de la Covid est venue amplifier ce sentiment que tout effort pour rendre la vie meilleure pouvait s'avérer vain, que tout pouvait s'arrêter d'un coup par l'entremise d'un ennemi inconnu pouvant surgir à n'importe quel moment. Aujourd'hui, un homme déclenche une guerre et menace le monde entier d'employer l'arme chimique ou nucléaire. Déjà, le terrorisme avait ébranlé l'apparente quiétude dans laquelle l'Occident s'était habitué. Avec la survenue de la Covid, la menace était à nos portes, véhiculée par nos proches, ébranlant toutes nos structures. Aujourd'hui, la proximité de la guerre rend encore plus sensible la précarité de nos existences. Alors j'ai essayé de répartir en plusieurs points cette question-là, c'est-à-dire déjà les prémices du désespoir avec le développement du néolibéralisme. En effet, depuis quelques 4 décennies, un système économique a pris son essor en transformant le monde d'une manière insidieuse. Il a imperceptiblement changé notre rapport au monde et à la société. Le néolibéralisme, véritable léviathan planétaire, a bouleversé nos modes de vie et nos sociétés de la manière la plus sournoise qui soit, en se faisant passer pour la panacée universelle à tout problème économique, pour la vérité sur la manière de concevoir les échanges entre les hommes, La théorie Trickle-Down Economics de la redistribution des richesses. Alors c'est une théorie qui a été formalisée par le philosophe américain John Rawls dans son livre Theory, je ne sais pas si je prononce bien, of Justice, publié en 1971. Vous verrez la note quand je ferai la publication écrite de cette intervention qui en dira plus. Donc ce véritable léviathan planétaire a bouleversé nos modes de vie, ça je l'ai dit, donc je passe. Oui, la théorie de la redistribution des richesses justifiait le cumul des ressources par quelques-uns, et cette théorie fumeuse, mais auréolée de quelques atours pseudo-scientifiques, s'illustrait à l'aide d'images propres à ce monde. Les richesses devaient couler de haut en bas à la manière du champagne qu'on déverse sur une pyramide de coupe. Comme si la vertu des riches était la philanthropie et qu'il ne leur viendrait pas à l'idée de mettre en place un barrage en haut
de la première coupe, empêchant évidemment que ça se déverse. Le néolibéralisme s'est imposé comme concept princeps de la réalité du monde. Seuls les économistes pouvaient avoir une conscience claire de la manière dont la relation entre les hommes devait s'établir, de ce qui régulait leurs échanges, leur vie et par extension leur bonheur sur cette terre. Tout, absolument tout devait être contrôlé, chiffré, évalué, rentabilisé. L'avènement de cette pensée binaire a été porté par cet autre système binaire qui gagnait du terrain, l'informatique. L'outil qui ne trompe pas, ou qui ne se trompe pas, sauf défaillances humaines. Le rêve humain de l'infaillibilité pointait, car le robot n'est pas victime de ses affects, de ses humeurs, d'une humanité bancale certes, mais heureusement bancable. Les effets dévastateurs de cette vision du monde, qualifiée de réaliste, se sont fait sentir peu à peu et d'une manière quasi dramatique aujourd'hui. Pourtant, dès sa mise en place dans les années 80, tout ce qui était en germe dans ses fondements pouvait se présager. Il suffisait juste de bien vouloir se donner les moyens de les analyser. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ont consenti à se laisser aveugler. Tous les domaines de l'entreprise en ont été affectés. Et malheureusement, ce système s'est étendu aux institutions de santé et de soins qu'il fallait désormais gérer comme une entreprise. Des gestionnaires ont pris la direction des hôpitaux, des maisons de retraite, des instituts médico-sociaux. Ces nouveaux directeurs ne cachaient pas leur mépris vis-à-vis des soignants, empreints selon eux d'idéalisme humaniste, mais incapables de se coltiner à la réalité. Et pour confronter chacun au besoin impérieux de se soumettre à cette vérité du chiffre, à l'évaluation du travail, on a commencé à compter le nombre de pas que faisait une aide-soignante dans son travail, comparant les résultats, mettant en compétition celles qui en faisaient moins pour la même tâche et qui faisaient plus d'actes en moins de temps. Les tâches administratives de contrôle ont commencé à s'imposer au détriment du temps consacré aux soins. Des protocoles se sont mis en place, des méthodes et pratiques ont été évaluées pour définir quelles étaient les bonnes ou les mauvaises selon le critère premier de rentabilité et de coût. Les psychothérapies n'ont évidemment pas échappé à cette vision du monde du travail. Le soin psychique devait donc lui aussi être évalué, passé au crible de la rentabilité économique et de l'efficacité telle que définie par les technocrates. On ne reviendra pas sur la manipulation communicationnelle qui a servi à définir quelles étaient les bonnes et les mauvaises pratiques en psychothérapie, mais le résultat a été de n'envisager l'être humain que sous son aspect fonctionnel. Un être à réparer ou à reconnecter avec son environnement, et ceci sous les applaudissements d'un plus grand nombre et la contribution commerciale de nombreux psys. Mais ce ne sont pas les soins qui ont été réévalués, ce sont aussi les diagnostics. Non pas pour les affiner, mais pour les faire correspondre aux nouvelles donnes économiques. C'est ainsi qu'avec l'appui de certains psychiatres consentants, on a pu libérer des lits en hôpital psychiatrique grâce à quelques pirouettes sémantiques qui ont permis de basculer les prises en charge relevant de la psychiatrie en prises en charge relevant du secteur médico-social. Les psychotiques chroniques, les autistes sont ainsi devenus des handicapés mentaux. Les hôpitaux proches des frontières recevaient ainsi des appels de la part des directeurs de centres médico-sociaux d'autres pays pour savoir s'il n'y avait pas quelques enfants ou adultes psychotiques ou autistes à leur refiler. Il s'agissait ainsi de remplir les instituts médico-sociaux
pour assurer de substantiels prix de journée. La personne handicapée devenait ainsi un objet monnayable. C'est ainsi que le signifiant handicap a pris ses lettres de noblesse dans les milieux de la santé mentale et qu'il était de moins en moins convenable de parler de psychose ou d'autisme en termes de structure psychique en prise directe avec la complexité de l'être parlant, de la souffrance du par-l'être. C'est dans cette logique que le DSM s'est imposé comme référent universel du système néolibéral dans la prise en charge de la souffrance mentale. Ce qui a été ainsi éliminé, c'est toute la subjectivité humaine pour n'avoir à traiter que de l'information. La souffrance psychique se traite sur le même mode que l'économique. Remettre en place les circuits d'échange neuronaux, contrôler les flux, apaiser les tensions, faire circuler l'énergie, stimuler les zones d'information et de cognition. Cette politique du chiffre amène les hommes qui travaillent à vivre un non-sens de plus en plus affirmé dans leurs tâches quotidiennes. À ce sujet, on ne peut que recommander la lecture de Christophe Dejour. Les conséquences du néolibéralisme sur la santé psychique des Français y sont remarquablement décrites et analysées. Malheureusement, son livre « Souffrance en France, banalisation de l'injustice sociale » écrit en 1998, reste toujours très actuel, sans qu'aucun responsable politique n'ait vraiment tiré les leçons de ce prodigieux travail. Alors, perte de confiance et désespoir. Cette radicalité dans la manière d'aborder l'homme et son rapport au travail, passant du Fordisme au Taylorisme, puis au néolibéralisme, a comme conséquence d'atteindre chacun dans son identité, son sentiment d'appartenance et dans le sens qu'a sa vie sur Terre. Or, ce qui permet d'élaborer un projet de vie est fonction de l'idéal dans lequel chacun se reconnaît et dans la foi qu'il place en ceux ou celles qui sont censés donner le cap. Que ce soit un patron, un directeur d'usine ou d'institution, voire un président de la République, celui qui dirige doit être porteur d'un idéal dans lequel chacun pourra se reconnaître. Aujourd'hui, l'idéal d'une entreprise se mesure en termes de bénéfices et de valeur d'échange des actions au profit des actionnaires. Pour répondre à ces impératifs économiques, le salarié se sent dans l'obligation de renier le sens qu'il donne à son travail, d'abandonner ses exigences qualitatives pour se soumettre aux diktats de la rentabilité et du profit. Là où le politique devait poursuivre ses objectifs de garantir le bien pour tous en soumettant l'économique à cet impératif moral, ce dernier est devenu au fil du temps le vassal des maîtres du CAC 40. La confiance dans les politiques s'en est trouvée ébranlée, concomitamment à la confiance aux médias d'information. De plus en plus perceptiblement, se révélait un lien incestueux entre le politique inféodé à l'économique et la presse porte-voix du politique. Les conflits, les unions d'intérêts ou amoureuses entre journalistes et politiques ont peu à peu émoussé la confiance du peuple en ses élites. La foi en la parole de l'autre s'ébranlait. Le système néolibéral a ainsi petit à petit entamé la foi qu'un peuple pouvait porter en ses élites. La méfiance, le doute, la suspicion ont gangréné insidieusement notre rapport à toute autorité, qu'elle soit politique, scientifique ou religieuse. Ne reste plus alors que des croyances parcellaires, multiples, propices à créer des communautarismes qui se revendiquent, comme l'avait noté Freud, du narcissisme de la petite différence. Pas étonnant alors de trouver sur les banderoles des anti-masques cette citation d'Hannah Arendt en août 2020 à Paris, je cite « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges,
mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il était étonnant d'ailleurs de voir dans un défilé une annonce aussi longue. En général, ce sont toujours des phrases assez courtes. Plus de 250 personnes assuraient haut et fort que le port du masque était la porte d'entrée vers la dictature mondiale, le symbole liberticide, le signe de la tyrannie médicale, d'un État menteur et totalitaire, collabo, qui tire les ficelles de la planète aux côtés des grandes entreprises pharmaceutiques. Donc, citation brandie dans un contexte peu propice à la réflexion et qui interroge sur la dénonciation du mensonge qui y est fait, sur l'affirmation qu'il n'y a plus d'opinion, ni de liberté d'expression, alors même que les manifestants manifestent leur opinion et croient en ce qu'ils disent. Qui croire ? Foi et amour. Car la foi et l'amour se trouvent intrinsèquement liés. Il faut d'abord croire que l'autre nous veut du bien, sait ce qui est bon pour nous, pour que nous puissions lui accorder notre confiance. Mais il faut aussi que celui qui délivre un message ou un traitement soit convaincu que ce sur quoi il s'appuie est digne de confiance. Toute démarche thérapeutique, qu'elle soit somato ou psycho, repose sur cette donnée subjective. Et c'est la base de toute démarche scientifique, de vérifier si un produit ou une méthode fonctionne par lui-même ou s'il est l'effet de la foi qui sauve. Effet placebo si l'on croit au bienfait de ce que l'on nous propose, effet nocebo si l'on craint des effets secondaires néfastes. René Kess, qui est psychanalyste, parle ainsi de la foi en jeu dans le corps médical. Il dit « Dans le cadre de la biomédecine, la volonté de maîtrise du corps humain et la foi en l'action portée sur lui par différents procédés thérapeutiques doivent souder le corps médical, dans le sens de l'unifier, de faire en sorte qu'il ne fasse qu'un, d'avoir un accord de tous sur cette définition. Ce qui ne peut être expliqué comme des améliorations suite à une thérapeutique jugée non efficace est attribué au placebo et refoulé, afin de ne pas ébranler les fondements du paradigme biomédical, la lisibilité du corps humain et l'action sur ce qu'elle rend possible. Chacun pourra vérifier, s'il s'en donne un peu les moyens, que les protocoles de vérification et les randomisations pour l'évaluation des psychothérapies, par exemple, n'ont guère été appliquées sérieusement pour déterminer leur efficacité ou leur effet délétère. Crise de foi avec la Covid. Avec l'arrivée de la Covid sur la scène internationale, la crise de foi se manifeste sur 3 plans: scientifique, politique et médiatique. La question de la vérité s'y trouve convoquée d'une manière encore plus exacerbée, car la peur amplifie le besoin de croire en un sauveur, c'est-à-dire en une personne que l'on croit capable de nous sortir d'une mauvaise situation. Jusqu'alors, pour prouver qu'une méthode ou un produit était fiable, il suffisait de les affubler du qualificatif de scientifique, sans preuve pour autant. Avec la Covid, ce sont des professeurs, des prix Nobel qui se sont affranchis de toute rigueur pour affirmer ou infirmer la validité d'un produit ou d'une méthode, chacun défendant sa propre vérité, son propre point de vue comme ayant valeur universelle, faisant fi de toute démarche humble de vérification, de soumission des travaux aux pairs et en respectant les protocoles admis par une communauté scientifique. Si cette dernière l'emporte sur l'allégation d'un seul, c'est bien parce que cette communauté a trouvé un point d'accord ou de compromis pour édicter non pas une vérité, mais un consensus scientifique. Les sauveurs, quant à eux, apparaissent en francs-tireurs pour dénoncer toutes les compromissions et les mensonges des uns et des autres,
tout en se présentant comme détenant la vérité. Il s'appuie pour cela sur le manque de probité avérée ou supposée de ceux qui ont la charge de garantir le bien au sein de l'État. Là encore, chacun affirme détenir la vérité et le savoir. Cette position de détenteur du chemin et de la vérité s'appuie sur l'affirmation que l'autre vous cache la vérité pour profiter de vous. La figure de l'autre méchant, celui des mauvaises intentions, est brandie. La tactique qui consiste à démontrer les vicissitudes de l'autre a pour effet d'en séduire quelques-uns qui se rallient à cette logique. Cette figure de l'autre méchant fonctionne car elle fait appel aux premières rencontres avec l'autre comme étranger à soi-même et donc inquiétante. C'est ce que Lacan repérait dans la constitution primitive du moi comme étant paranoïaque. Ça, c'est dans le concept qui apparaît initialement dans la thèse que soutient Lacan en 1948 sur l'agressivité en psychanalyse de la structure paranoïaque du moi. Mais au plus profond, ce que révèle la crise de la Covid, ce sont les effets ravageurs du néolibéralisme qui, se substituant à ce qui régulait les sociétés par l'entremise du nom du père, a mis en place le chiffre comme point idéal de nos sociétés. Là où la fonction du nom du père limitait la jouissance, la fonction du chiffre comme valeur pose la jouissance des profits comme valeur universelle, profitant à quelques-uns au détriment de l'ensemble. Nos institutions sociales, éducatives, médicales, policières, qui n'assurent aucun profit, se trouvent ainsi démunies, dépossédées des moyens pour bien travailler, par l'économie que l'on fait des postes non pourvus ou par leur réduction. Christophe Dejour soulignait la souffrance qu'il y a dans la contrainte qui est faite à mal travailler. Il dit qu'être contraint du mal à faire son travail, de le bâcler ou de tricher est une source majeure et extrêmement fréquente des souffrances dans le travail que l'on retrouve aussi bien dans l'industrie que dans les services ou dans les administrations. Ainsi, là où le politique est attendu pour garantir le bien dans la cité, le citoyen rencontre le servile défenseur des lois du profit. Le point idéal n'est plus l'humain. La crise de la Covid est venue renforcer ce sentiment que l'État n'était plus le garant du bien. Sa gestion, parfois déplorable, mettait en évidence l'effondrement programmé de l'hôpital public, amplifiant le manque de confiance. Pas étonnant qu'on ait cherché un appui dans les hommes de science, cette dernière, la science, étant supposée dire le vrai par la garantie de sa démarche. Mais là encore, ce postulat prenait un coup dans l'aile, car au nom des profits, les protocoles pouvant assurer une certaine garantie n'étaient pas respectés. Alors, qui croire? Vers qui se tourner pour apaiser l'angoisse? Sinon vers les divers prophètes en blouse blanche qui affirment détenir une vérité labellisée scientifique et qui s'appuient sur la crédulité de ceux qui attendent un sauveur. Crise de foi entre les peuples. Et maintenant, il faut aussi prendre en compte la question des croyances et des valeurs en jeu dans tous les affrontements actuels. Le bloc russe, face à l'Occident, révèle deux conceptions du monde qui s'opposent et ne se rencontrent pas. Le président autocrate Poutine est le représentant type de cette croyance en une intégrité de la Russie qui ne peut être soutenue que par l'incarnation d'une position virile, exempte de tout sentiment associé à une faiblesse proprement féminine. Cette faiblesse, Poutine la décèle dans la démocratie, dont il en perçoit les effets par ce qu'il nomme la décadence de l'Occident. Un État fort, selon Poutine, est un État viril, hiérarchisé, et à cette verticalité de la gouvernance, il oppose l'horizontalité des démocraties. Cette vision dévirilisée de la démocratie face à une position plus autoritaire se retrouve d'ailleurs en politique française dans le débat droite-gauche. Dans les représentations communes
être à la droite s'associe au père et être à gauche, étymologiquement sinistre, c'est être du côté sombre de la mer. Comme dit plus haut, le viril ne s'encombre pas de sentiments qui pourraient nuire à la bonne décision, les émotions étant considérées de tout temps comme opposées à la raison et nuisibles, idée d'ailleurs que l'on retrouve dans certaines psychothérapies. La gauche est toujours décriée par les représentants virils de nos sociétés en se moquant de ses qualités plus relationnelles et sociales, par l'attention aux plus faibles dont ne s'encombrent pas les gens d'une certaine droite. L'idée étant que si l'on est faible et démuni, c'est qu'on l'a bien cherché et que l'on récolte ce qu'on a semé. Vision Cigale et la fourmi. Vision aussi très américaine qui dit que si tu le veux, tu peux, sous-entendu devenir millionnaire, grand chef d'entreprise ou président de la République. En politique, la surreprésentation des mâles à la virilité et au sexisme revendiqué favorise cette représentation de l'État et de ses institutions sur ces modes hiérarchiques et paternalistes. Le père ici est plus celui de totem et tabou que le père dans sa fonction symbolique. Cette représentation empoisonne autant le psychisme des hommes que celui des femmes. Il y a aussi eu cette gauche plus bobo que socialiste qui donnait une image de laxisme et d'ignorance des vrais problèmes des citoyens moins fortunés. C'est par cette gauche-là que le peuple ordinaire s'est senti lâché et mieux compris par une extrême droite plus encline à remettre de l'ordre. La droite et la gauche incarnaient au plan imaginaire les deux dimensions de la jouissance, l'une phallique, l'autre féminine. Poutine incarne pleinement la dimension quasiment virile de la jouissance masculine. Ainsi se présentent et s'opposent deux représentations de la jouissance phallique et de la jouissance féminine, toutes deux inconciliables et étant sans aucun rapport logique. Faisant écho à l'aphorisme de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. Peut-on concevoir une autre manière de prendre en compte ces deux visages de la jouissance qui ferait que dans sa dimension phallique, assumée par la fonction ou métaphore paternelle, cette dernière soit expurgée de sa dimension imaginaire virile. Ce qu'illustre d'ailleurs fort bien Christophe Dejour dans Souffrance au travail. En effet, s'il est un fait que l'homme s'est toujours placé comme le représentant privilégié de la jouissance phallique, il a malheureusement affublé celle-ci d'une dimension virile, confondant le masculin avec la baudruche virile. La virilité est autant une mascarade du masculin que le maquillage et les talons aiguilles sont une mascarade du féminin. Cette dimension phallique est nécessaire, car la jouissance féminine à elle seule n'assure pas l'organisation du monde. Ce n'est donc ni la jouissance féminine qui est l'avenir de l'humanité, ni la jouissance phallique en tant qu'assurant les bords et limites par la jouissance de la castration, mais la prise en compte de l'inconciliable entre les deux jouissances, de leur non-rapport logique, mais de leur nécessaire traitement. Restaurer le père viril. Poutine veut montrer qu'il est fort et que le peuple russe est fort au point de mourir pour sa patrie. Le philosophe Michel Etchnaninov, auteur de l'essai « Dans la tête de Poutine » paru chez Actes Sud, indique que le rapport à la guerre est ce qui sépare l'homme occidental des Russes. Le Russe pense d'abord à sa patrie et est prêt à mourir pour elle, ce que l'homme occidental ne peut faire, trop occupé de sa réussite personnelle. C'est dans ce sens qu'un proverbe russe dit « Même la mort est belle ». De ce fait, pour arriver à ses fins, Poutine, le slavophile, alors le slavophilisme russe est fondé sur le concept de génie de la Russie, et les slavophiles décèlent celui-ci dans certaines valeurs et institutions considérées comme proprement nationales.
comme la religion orthodoxe, par exemple. Selon eux, l'européanisation brutale et précipitée de la Russie par ses souverains, de Pierre le Grand à Catherine la Grande, a fait perdre au peuple son identité. Bon, je vous lirai la suite sur la slavophilie dans les notes que je transmettrai quand je transmettrai le texte. Donc, Poutine, le slavophile, n'a pas peur de brandir la menace extrême, l'arme nucléaire, décimer des peuples, concourt ainsi à défendre le souverain bien. Poutine veut protéger la Russie de la décadence occidentale dont il dit qu'elle met sur le même plan les valeurs du bien et du mal, refusant les principes éthiques et l'identité traditionnelle. Il fait référence ici au mariage gay et à la théorie des genres. Poutine veut incarner ce père de la nation, protecteur du peuple et des biens moraux, à l'image du Dieu de l'Ancien Testament, Dieu vengeur et purificateur, qui brandit l'arme du feu pour anéantir la décadente Sodome et Gomorrhe. Vous lirez ça dans la Bible, Louis II, Genèse 18-19. Poutine montre qu'il est prêt à utiliser une arme semblable pour séparer le bon grain de l'ivraie. Voici comment il peut justifier le mal qu'il inflige aux autres. Alors nous allons voir, pour terminer, la question du mal selon Freud et selon Lacan. La question décisive pour le destin de l'espèce humaine, dit Freud, me semble être de savoir si et dans quelle mesure son développement culturel peut réussir à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l'humaine pulsion d'agression et d'auto-anéantissement. À cet égard, l'époque présente mérite peut-être justement un intérêt particulier. Les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de la nature qu'avec l'aide de ces dernières, il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Ils le savent, de là une bonne part de leur inquiétude présente, de leur malheur, de leur fond d'angoisse. Ceci est dans la Malaise dans la culture, page 89 de l'édition de 2000 chez PUF. Lacan, reprenant après Freud la question de la pulsion de mort, s'intéressera à ce qui est en jeu au niveau du problème du mal. Il dit « C'est au niveau de la bonne et mauvaise volonté, voire de la préférence pour la mauvaise, au niveau de la réaction thérapeutique, que Freud retrouve le champ du Das Ding et nous y désigne ce qui, dans la vie, peut préférer la mort. Et il s'approche par là, plus qu'aucun autre, du problème du mal, plus précisément du projet du mal comme tel. Ce que Lacan désigne est au-delà du principe de plaisir et concerne le combat entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, entre les dieux anciens, Eros et Thanatos. Cet au-delà concerne le champ du Das Ding. Disons d'une manière très simplifiée que Das Ding est cette place vide laissée par le premier objet perdu et qui n'a jamais existé. Quand l'angoisse surgit, c'est Das Ding qui vient au premier plan. Car Lacan le précise, l'angoisse n'est pas sans objet. Cet objet concerne le premier objet de la haine, le cri, foncièrement étranger à soi-même. Je n'aurai pas le temps de déplier cela pour l'instant. À propos de ce Das Ding, d'où provient l'angoisse et la destruction, Lacan continue. Je ne veux pas me laisser aller à une sorte de dramatisation. C'est écrit en 1960. C'est dans le séminaire 7 de l'éthique de la psychanalyse. Donc il dit toutes les époques, je ne veux pas me laisser aller à une sorte de dramatisation. Toutes les époques se sont crues arriver au maximum de points d'acuité d'une confrontation avec je ne sais quoi de terminal, d'un au-delà du monde dont le monde sentirait la menace. Mais le bruit du monde et la société nous apportent bien l'ombre d'une certaine arme incroyable,
absolu qui est manié sous notre regard d'une façon vraiment digne des muses. Ne croyez pas que ce soit immédiatement pour demain. Déjà, au temps de Leibniz, on pouvait croire que la fin du monde était là. Mais tout de même, cette arme suspendue au-dessus de nos têtes, 100 000 fois plus destructrice que celle qui est déjà des centaines de mille fois plus destructrice que celle qui précédait. Imaginez-la fonçant sur nous du fond des espaces, sur un satellite porteur. Ce n'est pas moi qui invente ça, dit Lacan, puisque l'on agite tous les jours devant nous une arme qui pourrait mettre en cause la planète elle-même comme support de l'humanité. Portez-vous donc à cette confrontation avec le moment où un homme, un groupe d'hommes, peut faire que la question de l'existence soit suspendue pour la totalité de l'espèce humaine. Et vous verrez alors qu'à l'intérieur de vous-même, qu'à ce moment, das Ding se trouve du côté du sujet. Vous verrez que vous supplierez le sujet du savoir qui aura engendré la chose dont il s'agit, cette autre chose, l'arme absolue de faire le point, et comme vous souhaiterez que la vraie chose soit à ce moment-là en lui, autrement dit, qu'il ne lâche pas l'autre, comme on dit simplement, il faut que ça saute. Je terminerai donc avec cette question, aurons-nous envie de faire le point, comme Lacan le suppose, et d'aller à la rencontre de das Ding dans son inquiétante étrangeté? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup Thierry pour ce texte difficile, sombre aussi, j'ai trouvé. Sombre pourquoi ? Probablement parce que clinique. Il s'agit d'une lecture et d'un constat qui trouve d'abord ses sources dans ce que tu as pu évoquer des travaux de Freud et de Lacan, et donc d'une lecture du monde à partir de la pulsion de vie, de la pulsion de mort, mais aussi d'une répétition. Pourquoi ? Parce que tu nous disais pour finir que finalement, ce qu'évoque Lacan dans le séminaire, tu disais sur l'éthique, c'est ça ? Oui. On en a une répétition aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a eu dans l'histoire des 3 dernières décennies, des 4 dernières décennies, la fin de l'opposition du bloc soviétique avec l'Occident, et l'on imaginait que c'était la fin de la guerre froide, et aujourd'hui réapparaît la menace, tu disais, les menaces chimiques et nucléaires, dans quelque chose qui est donc un retour. Alors, peut-être un retour du refoulé. Je me pose cette question-là par rapport à ce que tu évoquais du chiffre qui a tout envahi, indépendamment d'ailleurs de la question de la jouissance phallique ou de la jouissance féminine. Et moi, je m'interrogeais sur cet envahissement du chiffre. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui amène les par-lettres à s'y soumettre, voire à le demander? Une question, hein. Qu'est-ce qui amène à s'y soumettre? C'est un petit peu la question aussi que Christophe Dejour soulève dans son ouvrage, je l'ai là pour vous le montrer, dans son ouvrage sur la souffrance au travail. Voilà, c'est en livre de poche maintenant, que je vous invite à lire, c'est très intéressant, un livre de 98. Et c'est vrai qu'il soulève aussi cette question par rapport à la banalisation du mal, lui.
qu'est-ce qui amène des êtres à se soumettre petit à petit à banaliser le mal. Lui, il le réfère à la question il dit que c'est toujours lié au travail. Et il ramène ça à la question de la virilité, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui ont amené les gens à se soumettre à se soumettre aux chiffres? C'était une période où on avait besoin de restaurer de l'économique. On disait qu'il y avait trop de dépenses dans l'État, etc. Et il fallait retrouver une économie florissante où l'argent allait pouvoir circuler. Et c'est là que sont nées ces idées, ces philosophies ou ces concepts économiques de ruissellement, mais effectivement qui ne tenaient pas compte de ce qui était propre à l'homme, c'est-à-dire de conserver les jouissances pour lui et de ne pas les redistribuer. Et les gens sont soumis parce que je crois qu'il y avait... Moi, je voyais pendant les hôpitaux, on leur disait, mais à chaque fois, les directeurs disaient, mais vous êtes à côté de la plaque, la réalité, c'est l'économique. Et si vous voulez que votre hôpital fonctionne, il va falloir vous soumettre à ce que l'on sait, nous, comment doit être dirigé un hôpital. Les médecins qui, jusqu'alors, dirigeaient les hôpitaux, ont créé des catastrophes économiques. Il fallait reprendre ça en main. Et les soignants se sont laissés presque même culpabiliser, se sont soumis à ce discours-là. Comme quoi, eux, les technocrates avaient la vérité, et que les soignants, eux, qui étaient confrontés à la souffrance de chaque jour, la souffrance humaine, n'étaient pas dans la réalité. C'est ça qui est quand même incroyable, c'est que le soignant qui est au contact vraiment avec la réalité humaine, avec la souffrance, s'est senti justement être dans l'irréel. Parce qu'un discours venait leur dire « vous n'avez pas la réalité ». Mais c'était des discours virils, justement. C'est-à-dire des discours qui annonçaient d'une manière abrupte « c'est ça la vérité ». Et c'est pour ça que... C'est vrai que je me suis inspiré aussi quand même de ce que De Jour soulève, de cette notion de la virilité qui m'a beaucoup parlé, et de voir que justement la question du chiffre est venue, cette jouissance-là, elle est venue en opposition à ce qui était quelque chose du patriarcat, quoi, ou qui bornait bien les choses, qui les arrêtait. Mais ce patriarcat a été contesté parce qu'en fait, celui qui était porteur de la jouissance phallique, malheureusement, avait aussi, d'une manière imaginaire, lié la jouissance phallique avec la virilité. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué dans le texte. C'est-à-dire, du coup, tout ce qui était de l'ordre phallique était vécu comme quelque chose du pouvoir. Et donc c'est un autre pouvoir qui est venu, le pouvoir de... Alors est-ce que quand même ce pouvoir du chiffre, au sens où il y a quelque chose d'illimité, ça ne concerne pas justement une jouissance féminine, je jouis à plein tube sans qu'on m'arrête, quoi. Bon, ça c'est une question. Je ne sais pas si j'ai répondu à la tienne. Mais peut-être que d'autres pourraient répondre. Votre lecture a été complètement, enfin je l'ai complètement déconnectée étant une soignante en fait, et pour avoir travaillé et vécu à l'hôpital. En fait, peut-être que les médecins ont eu cette histoire
ils ont fait n'importe quoi. Peut-être que le discours envers les médecins ont été différents pour leur faire penser qu'ils avaient fait n'importe quoi avec l'hôpital. En tout cas, en tant que soignante, on n'a pas du tout vécu, enfin, je ne retrouve pas du tout dans votre lecture un vécu, en fait. Et un vécu partagé, je pense aussi par d'autres collègues. Et je suis assez étonnée. Nous, on n'a pas eu le choix, en fait. Voilà. Et ça ne ressort pas dans votre lecture. Voilà. C'était juste une remarque, il n'y a pas vraiment de question. Mais, voilà. Le choix d'appliquer la fermeture des lits, de plus travailler en étant à l'écoute du patient. On n'a pas eu le choix, en fait. Et le discours des cadres, c'était vraiment... c'est comme ça. Et quand on venait leur dire, mais attendez, on n'a plus le temps. Non, c'était comme ça, quoi. Oui, alors, oui, pardon, vas-y. C'est ce que je développe dans le texte, effectivement. Je n'ai pas eu cette impression-là, en fait, dans le texte. Vous n'avez pas l'impression de quoi c'est, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment... cette histoire de... Je saurais pas vous dire. Parce que j'ai pas compris. Je pense que j'ai pas du tout compris du coup, étant perturbée peut-être par l'émotion ou de ce que j'avais pu vivre moi, et j'ai pas du tout retrouvé dans votre texte et j'ai coupé complètement. Je pense que j'ai pas compris en fait. Et je pense que je le relirai à distance, voilà, de la situation, mais je pourrais pas vous dire. Je peux plus là. Alors, est-ce que d'autres n'ont pas compris? Peut-être que je n'étais pas très clair. Je crois que c'est la dimension peut-être autoritaire. Parce que vous évoquiez le choix comme si vous aviez été concerné par le fait de décider de mettre en place, comme vous disiez, les fermetures de lits, etc. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la politique, le discours chiffré, du chiffre, était imposé de manière autoritaire. Voilà, de manière, peut-être on peut dire viril dans le plus mauvais sens du terme. C'est-à-dire pas dans les semblants. On ne sait pas si c'est quand vous avez évoqué le fait de pourquoi on se soumet. On ne s'est pas soumis. Enfin, moi, j'ai pas eu le sentiment de me soumettre, mais d'être obligé de ne pas avoir le choix. Et dans la soumission, il y a quand même une notion où on peut choisir de se soumettre ou pas. On peut résister aussi. Et en fait, je crois que le débat aujourd'hui, il est là-dessus. C'est comment, dans ce discours-là, on parvient à ménager et à se débrouiller. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est abordé aussi par Dejour. Comment on arrive à se ménager des espaces où ça a du sens. On résiste à tout ce néolibéralisme qui a entraîné tous ces nouveaux modèles, ces gestions d'établissements de santé ou médico-social, comment on a appréhendé la psychiatrie en France et comment on la traite. Ce que vous dites, quand vous dites effectivement, j'ai pas l'impression d'avoir eu le choix, montre bien à quel point c'est quelque chose qui écrase, puisque vous n'avez même plus le sentiment d'avoir le choix. Juste pour un exemple quand même, je crois que c'est à l'hôpital de Mercy, la directrice de Mercy, j'ai lu l'article ce matin, par rapport aux revendications des médecins, notamment d'avoir un peu plus les moyens pour travailler. Elle a dit qu'ils se comportaient comme des divas. Donc voilà, ce qui a fait évidemment, ce qui a soulevé les personnels soignants en disant c'est pas possible. Et donc avec des partages de photos où ils ont montré les espaces dans lesquels ils étaient amenés à travailler ou à dormir parfois, etc. En disant mais voilà, est-ce que c'est vraiment ça être une diva quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de méprisant. Quand bien même elle s'en soit défendue. Alors, c'est vrai que moi, il y a l'aspect évidemment de l'hôpital. Alors, tu as parlé aussi du handicap. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai connu, la reconnaissance du handicap psychique. Alors,
avec, depuis les années 90, je crois qu'on a divisé par 2 le nombre de lits en psychiatrie et par 2 encore la durée d'hospitalisation. Et en disant donc une dizaine de rapports, oui, il faut renvoyer ça au social, au médico-social, etc. Et on va réinjecter de l'argent. Dans les faits, en fait, ça n'a pas été fait. Donc on est encore dans la transition là aujourd'hui. Là, c'est un peu mieux qu'en 2005, mais ça reste quand même pas terrible. Enfin, ça reste même scandaleux d'ailleurs. Moi, la question que je me posais quand même, c'est, je crois qu'il y a eu aussi un point de bascule à ce moment-là. C'est qu'au fond, ce qui s'est passé, la reconnaissance du handicap, et peut-être là où je te suivrai pas, c'est qu'il me semble que c'est quand même une demande des familles. C'est une demande des familles parce qu'elles se sont retrouvées au fond complètement démunies avec justement cette question de la fermeture des lits, etc. Et donc elles ont revendiqué comme ça la possibilité d'avoir des moyens. Les seules possibilités qu'elles avaient, c'était du côté du handicap. C'est là où elles avaient la possibilité d'avoir de l'argent, d'avoir de la possibilité d'avoir des structures, etc., etc. Mais là, il y a eu quand même eu un basculement, je trouve, à ce moment-là, que je trouve assez intéressant. Je ne sais pas quelle lecture tu pourrais avoir de ça. C'est que du coup, on est aussi passé à une espèce d'expertise généralisée. C'est-à-dire que les parents, du fait d'avoir à revendiquer au fond quelque chose du côté des moyens, en fait, sont devenus aussi experts. Ce qu'on voit très bien d'ailleurs avec les questions de l'autisme, où au fond, il y a une expertise généralisée, notamment du côté des proches, qui est venue au fond... alors, je pense que c'est instrumentalisé d'ailleurs par le pouvoir, mais qui est venu vraiment contraindre du coup les soignants dans une espèce de forme de culpabilisation à ne pas être justement dans les clous des fameuses bonnes pratiques telles qu'elles sont pondues aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu as ce lien avec la généralisation comme ça de l'expertise. C'est un petit peu ce que j'essaie d'aborder dans la question de l'angoisse et de la crise de foi. C'est-à-dire que petit à petit, on a fait de moins en moins confiance justement aux experts. Et du coup, puisqu'on ne croit plus personne, on essaye de créer ses propres avis. Alors on va chercher les infos sur le net. Et on veut créer son propre savoir, mais un savoir qui est fait de petits textes qu'on lit par-ci, par-là, et qui constituerait un savoir qu'on supposerait universel parce que c'est le sien. Et je crois que c'est l'effet justement de cette crise de foi en l'autre qui produit... si les familles effectivement se sont mises à devenir expertes, c'est parce que aussi il y avait un abandon de l'État par rapport à tous ces enfants autistes qui étaient mal placés. Voilà. Et l'État s'est servi effectivement de ça pour dire comme ça les familles vont s'occuper de l'autisme et nous on va réduire nos coûts aussi. Enfin, il y a toute cette logique-là. Mais c'est vrai que ça apparaît au moment où effectivement on ne fait plus confiance en personne. Et puis on trouve, par contre, on essaye de viser aussi ceux qui seraient porteurs du mal, comme on a fait par exemple avec les psychanalystes en disant « Ah ben si ça va pas, c'est eux ». C'était tout trouvé. Parce que les psychanalystes ont été responsables de tout à un moment donné. Enfin, c'est toujours un peu bien. Et la notion d'espoir, en fait, vous la situez quelque part dans ce champ-là? Non, mais parce qu'en fait, on a beaucoup aussi joué avec ça. L'espoir que ça irait mieux après, l'espoir que les familles vont retrouver, leurs enfants vont être pris en charge. Il y a cette notion-là qui est hyper importante. Alors, je ne parle pas d'espoir dans mon texte, mais si vous avez lu entre les lignes, ça y est. C'est-à-dire ce que je propose quand même une voie. Cette voie, ça serait de non pas réconcilier l'inconciliable, mais ça serait la voie de pouvoir tenir compte et traiter la difficile question du rapport de la jouissance phallique avec la jouissance féminine. Je dirais que l'espoir, il serait là, qu'on cesse d'avoir ce vécu manichéen. On le voit avec Poutine qui a très peur de ce qu'il considérait comme un danger, c'est-à-dire de cette jouissance féminine qu'il attribue à l'Occident, avec sa dépravation, avec le n'importe quoi dont il a très très peur. Lui, il s'érige
en ce père de l'ancien temps, quoi, le père de l'Ancien Testament, et il joue à Dieu, quoi, puisqu'il va envoyer des bombes, comme le faisait Dieu avec Sodome et Gomorrhe, quand Sodome et Gomorrhe se livraient à toutes les fantaisies soi-disant sexuelles. Il y a peut-être autre chose aussi à Sodome et Gomorrhe. Mais voilà, peut-être que le traitement et l'espoir, ça serait de pouvoir essayer de faire avec la mésentente, de faire avec le fait qu'on ne s'entende pas, et de pouvoir justement dire, ben non, le monde jamais ne s'entendra. Quand tu soulignais tout à l'heure que c'était Dieu, donc tu disais c'est une vieille histoire, tout ça, ça se répète. Mais si vous lisez nos mythes fondateurs, regardez la Genèse, ça commence par quoi la Genèse? Ça commence par un meurtre. Ça signale par là que si on n'est pas attentif, effectivement, la pulsion de mort, la question du mal, elle est au cœur même de l'homme. Elle est au cœur même de l'homme parce qu'effectivement, nous sommes des êtres parlants. L'animal ne produira pas de meurtre. Si l'animal tue un autre, c'est pour manger. C'est juste, il arrête quand il n'a plus faim. Il y a quelque chose. L'homme est une maladie de la nature. S'il n'y avait pas l'homme, la nature se porterait bien. On ne parlerait pas en ce moment de tout ce qui se passe avec le climat. Et on ne parlerait pas en ce moment que la planète pourrait sauter. Seul l'homme est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que nous parlons. Parce que nous sommes complètement, justement, squeezés de la nature. Nous n'avons plus rien de nature. Enfin, ça a été dit tout à l'heure, il n'y a pas d'instinct chez l'homme. La parole est venue complètement renverser les choses. Il n'y a plus rien d'instinctif chez l'homme, donc il n'est plus limité par ses instincts. L'animal ne va pas aller au-delà, il ne sera pas méchant, l'animal. Il va tuer simplement pour manger, mais il n'a pas de méchanceté. Seul l'homme est capable de méchanceté. Parce qu'effectivement, l'homme est hors nature. Il n'est pas régi par un code génétique, mais par ça. Lacan citait Leibniz tout à l'heure, le philosophe. Ce philosophe-là, il avait travaillé sur la question du mal. Et il disait, s'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas la liberté. C'est une question à travailler. Vous lirez Leibniz. Je vais faire juste une petite intervention. Bon, sans surprise, évidemment, puisque nous avons déjà eu de nombreux débats sur la crise Covid et la façon dont on peut la comprendre. Donc, j'ai bien envie aussi d'en dire quelque chose. Donc, je crois que... Alors, la science n'a pas en propre de visée... Elle n'a pas vocation à dire le vrai. Ça, c'est une vision plutôt erronée de la science, parce que si on suppose qu'elle a comme sa vocation... Oui, c'est ce qui peut être pensé, mais c'est extrêmement dangereux parce que c'est un argument qui peut être parfois brandi comme ça pour énoncer un certain nombre de choses, ne pas les discuter et finalement couper la parole à l'autre avec l'argument c'est scientifique. Voilà, sous-entendu, c'est scientifiquement prouvé, voilà. Donc il n'y a rien à en dire. La science comme telle, elle a en son fondement méthodologique le doute. Ça, c'est toute démarche scientifique, quelle qu'elle soit, est fondée là-dessus. Et pour mettre au travail le doute, et je crois que ça rejoint un des arguments que tu énonçais, il est impératif qu'il puisse y avoir des débats, des contradicteurs, des débats d'idées. Et si on n'a pas cela dans notre société, eh bien, on évacue comme ça la question du doute, et puis surtout, on dit aux gens la façon dont ils devraient penser, hein, et pas la façon dont eux pourraient se positionner et se faire un avis au regard d'un débat avec des positions différentes. Et je crois qu'il y a eu quand même un discrédit qui a été fait pied à pied vis-à-vis de ceux qui auraient pu émettre des questions sur une solution qui a été évidemment posée comme étant ce qui allait justement nous sauver tous, nous sortir de telle ou telle situation, et que ça n'a absolument pas été discuté.
ça a été posé comme étant voilà, la seule et unique solution, c'est celle-ci, et il n'y en a pas d'autre possible. Et pour les scientifiques, ça a quand même été une période extrêmement compliquée parce que si on avait une voix qui était un petit peu discordante avec ça, eh bien, on était taxé d'un mot que tout le monde connaît, c'est complotiste. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure façon de discréditer l'autre et sa parole et de faire taire. C'est voilà. Et c'est extrêmement dommageable. Et l'autre aspect, je crois, qui est extrêmement important dans la démarche scientifique, c'est le temps. C'est-à-dire que seul le temps peut permettre de répondre à un certain nombre de questions et on ne peut pas condenser le temps, ou alors on a considéré qu'on n'a plus d'histoire, mais qu'il y a un temps pour les hypothèses, un temps pour la justification, un temps pour la vérification, et que ça, ce temps-là est incompressible. Voilà, et ça, donc, c'est le temps qui répondra à un certain nombre de questions qu'on a pu se poser. Et je crois qu'il y a quand même des choses qui ont été posées par les hommes politiques de façon, là aussi, quand même, dans une démarche virile et extrêmement autoritaire. Voilà, où il n'y a pas eu le choix. Enfin, si, on a dit, vous avez le choix. Mais le choix, il est entre ou se faire vacciner, ou ne pas se faire vacciner, mais perdre son boulot, se désinscrire sur le plan social et être considéré comme étant hors société. Ce qui est quand même, comment dire, un peu rude. Hein, on ne peut pas dire qu'il y a quand même une petite forme de chantage là-dedans. Hein, bon, donc, moi, je trouve que ça a été une façon très autoritaire de poser les choses, alors qu'aujourd'hui, la médecine devrait être suggestive, la médecine moderne devrait être suggestive. Et voilà. Je crois qu'effectivement, il faut accepter quelque chose de la mésentente, c'est-à-dire qu'on puisse ne pas être d'accord et avoir des avis différents et pouvoir en discuter. Et l'autre aspect qui est propre aussi à la démarche scientifique et que tout chercheur doit aussi assumer, qui est de ne pas reculer face à l'angoisse. Voilà, face à l'angoisse de l'incertitude. Et que ça, il faut l'intégrer dans la démarche scientifique. Enfin, voilà. Moi, j'avais une question par rapport... dans l'histoire, les démocraties ont aussi eu quelques figures paternelles, mais je m'aperçois... Enfin, j'ai l'impression que c'est surtout en temps de conflit. On pense au général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, aux grands maréchaux ou à Winston Churchill aussi, côté anglais. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a aussi les maréchaux. En ce moment, en Ukraine, il y a une figure qui est en train d'émerger aussi. Pourquoi on a ces figures-là en temps de conflit et pourquoi elles ne sont pas là en temps de paix, et voire même elles sont éjectées en temps de paix. Elles sont refusées par les populations. Encore une question. Pourquoi ça voudrait dire est-ce que ça pue. J'ai plus de. Alors, j'aurais d'autres questions. Est-ce qu'il faut qu'il y ait à un moment donné, quand un système devient fou, est-ce qu'il faut que ça éclate d'un autre côté pour montrer sa folie? Enfin, c'est quelque chose qui vient comme ça. Parce que c'est vrai que notre système néolibéral, là, il devient complètement... Enfin, il devient complètement fou. Et tout d'un coup, il y a... il y a toujours quelque chose du réel qui nous revient dans la tronche, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, on était dans un système comme ça qui allait à l'infini de sa folie. Puis, pof, la Covid arrive, qui vient mettre déjà un coup dans le système. Parce que c'est vrai, avant que la Covid n'arrive, on est quand même plusieurs à travailler dans la santé, et puis même si on rencontre
Alors, ce qui était assez rigolo, c'est que ce système néolibéral permettait à des psys de discuter avec des chefs d'entreprise, parce qu'au fond, ou des gens de la santé, on vivait tous la même chose. C'est-à-dire un système qui détruisait complètement le sens du travail, les relations des gens au sein même du travail, l'envie de travailler même d'ailleurs. Et on vit tout ça dans n'importe quel secteur, que ce soit le secteur de l'industrie, mais de la santé. Tout le monde vit ce non-sens que ça a de plus en plus, et de voir des gens qui s'enrichissent dans des sommes astronomiques et de plus en plus d'autres qui s'appauvrissent. Alors on se rendait bien compte qu'on allait au bord du gouffre, et en même temps, tout le monde avait ce sentiment d'impuissance, de ne pas y arriver. Comment on va faire? On n'a pas les moyens d'y arriver. Et pof, la Covid qui arrive et qui vient complètement renverser ce système-là, montrer que en quelques jours, ce système-là montre ses limites, ses failles. Même certains disaient, peut-être que grâce à la Covid, on va rechanger. C'est pas vrai, parce que dès que ça va mieux, on reprend les mêmes habitudes. Donc, est-ce qu'il faut une catastrophe pour arrêter des systèmes fous? Enfin, c'est un petit peu comme ça que je reprendrai votre question. Peut-être. C'est malheureux, mais peut-être. Peut-être qu'effectivement, ce qu'on évacue d'un côté, ça ressurgit de l'autre. Hein. C'est un peu comme le refoulement de Freud. Hein. Ce qu'on évacue de la conscience, on le refoule, et puis mais ça ressort par ailleurs, quoi. Mais là, j'aurais pas la réponse. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste faire une remarque. On a peut-être eu l'espoir en travaillant à l'hôpital que effectivement la crise Covid allait faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Et on voit ça n'a rien changé en fait. On repart de plus belle. Il n'y a rien qui bouge. Hein. On nous a promis qu'il y aurait de l'embauche, etc. On ne voit rien venir. Moi, je me pose la question par rapport à la question tout à l'heure que vous souleviez sur une sorte de soumission. Je ne dirais pas qu'on est soumis. Je dirais parce qu'on est soignant peut-être, on travaille et on fait le travail parce qu'on est dans le soin et que ça passe avant tout. Et que on accepte quelque part, c'est pas vraiment une soumission, on accepte des conditions qui se dégradent, et on fait avec et ça tient jusqu'à ce que les gens soient en souffrance au travail et craquent. Et c'est difficile de travailler dans ces conditions-là. Et moi j'ai l'impression de lutter pour essayer que ça bouge, de faire de l'embauche, de devoir m'adapter au discours de la direction. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux logiques différentes qui ne peuvent pas se rencontrer, que ça ne peut pas communiquer, et que la seule façon d'essayer d'obtenir des choses, c'est toujours en luttant et en essayant de rentrer dans leur discours du chiffre. du chiffre. Il n'y a que ça où on peut se rencontrer. Et c'est vrai que où trouver l'espoir pour bouger ces lignes-là, c'est difficile. Ouais, c'était juste une petite remarque. Ouais, c'est intéressant votre remarque parce que je trouve qu'elle souligne peut-être aussi quelque chose de finalement de la place du soignant dans le rapport à l'autre, donc qui est là quand même dans une relation d'aide, et comment ne pouvant pas, ou je ne sais pas, parce que bien sûr on ne peut pas se départir de cette place-là, l'autre il a besoin d'être soigné, il faut être là quand même, il faut être présent, et donc comment ça rentre, ça peut peut-être faire le jeu quelque part de ces technocrates, parce que sinon c'est la culpabilité qui vous écrase, quoi. Une culpabilité qui fait qu'on ne met pas trop de limites et qu'on ne s'arrête pas et qu'on continue à faire dans des conditions qui se dégradent, toujours plus avec moins. Et moins bien. Donc ça crée beaucoup de souffrance. Hein. Je vois tout à fait ce que M. Dejour peut décrire. Parce qu'on a l'impression de travailler moins bien, avec, et avec des collègues qui sont en souffrance. Et que pour essayer de bouger les choses avec la direction, il faut rentrer dans leur discours. Il n'y a que comme ça qu'on peut essayer d'obtenir. Mais si on n'a pas des chiffres, on n'a rien. Ça ne parle pas le chiffre. C'est-à-dire que finalement, vous dites,
vous parlez leur langue. Bah, j'essaie. Mais- Là je dois justifier une embauche. J'ai une réunion la semaine prochaine. J'essaye de trouver des chiffres, de me montrer que mon activité augmente pour avoir des ETP. Et on parle en 0,1, 0,2 ETP. C'est comme ça, hein. C'est 0,1 ETP. On en est là. Donc il faut justifier. Et le seul moyen que j'ai pour essayer de rencontrer et avoir un retour, c'est de la rentabilité, de calculer de l'activité. S'il n'y a pas d'activité, bah, j'aurai pas de moyens humains. C'est surtout sur l'humain que ça se rencontre. Sur le plan des machines, acheter des équipements, ça va à peu près. Mais sur l'humain, c'est très très difficile. Oui, c'est-à-dire que Et pourtant, on ne fait pas nos divas. Hein. dans On ce- fait pas nos divas. Hein. Vraiment. Ça fait un tollé, mais peut-être que ça aidera à bouger les lignes. Parce que peut-être que cette petite phrase, elle n'est pas anodine. Hein. Peut-être que. Voilà, elle a été prononcée, cette phrase. Oui, c'est que pour le moment, dans les hôpitaux, par exemple, mais certainement, enfin aussi ailleurs, il faut entrer dans la logique de l'autre. Mais il n'y a pas l'inverse. C'est ça qui est problématique. Ça communique pas. Ben oui, ça communique pas. Il faut rentrer dans la logique de l'autre pour obtenir. Mais l'autre, alors l'autre, il a toutes les ficelles pour pouvoir. Oui, bien sûr, on vous écoute parce qu'ils ont des ficelles politiques. Ils les apprennent d'ailleurs dans les écoles de direction pour les hôpitaux. On leur apprend, hein, les futurs directeurs, à recevoir les syndicalistes, à recevoir les personnels qui viennent réclamer. Ils ont toutes les ficelles du discours pour pouvoir dire oui, bien sûr, on vous prend en compte, etc. Mais ils savent très bien qu'ils ne feront rien. Moi, ça me rappelle, parce que je travaille beaucoup sur la clinique du travail dans un cours que je donne, et il y avait une cadre en hospitalier, une cadre infirmière, et elle avait besoin d'un poste infirmier supplémentaire. Et pour pouvoir avoir ce poste, elle a fait des calculs, elle a pris beaucoup de temps pour savoir comment elle pourrait avoir ce poste-là. Et elle s'est aperçue qu'en fait, il y avait des distributions de biscuits à 16 heures pour le personnel sur tout l'ensemble de l'hôpital. Elle a fait le calcul qu'au fond, si en récupérant cette distribution de biscuits plus distribution d'autres petites choses, ça faisait le budget d'une infirmière pour l'année. Alors elle a été présentée. Alors, pendant plusieurs temps, elle présentait sa demande en disant que le personnel n'en pouvait plus, c'était pas possible de continuer comme ça. On lui disait oui, mais écoutez, on va étudier, etc. Et au bout d'un an, il n'y avait rien qui se passait. Elle est arrivée avec son projet en disant voilà, il suffit de plus distribuer de petits gâteaux et de ceci, cela pour le personnel, on récupère le budget. Oh, ben, ça a été accepté tout de suite, il y a eu le poste. Ils ont juste demandé si tout le monde était d'accord, ils ont fait une sorte de sondage, tout le monde était d'accord, bien sûr, pour se priver des petits biscuits, et le poste a été donné. Donc oui, voilà, elle a mis beaucoup de temps pour essayer de comprendre la logique de l'hôpital et puis trouver les ficelles. Mais il n'y a pas la réciprocité. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, on vous dirait que le poste supplémentaire d'infirmière et le poste des biscuits, c'est pas le même poste financier. Donc on ne peut pas transférer. Ce n'est pas fongible. Donc, voilà. Donc il n'y aura pas plus d'infirmiers, et pour faire passer la pilule qu'il n'y aura pas plus d'infirmiers, on donnera peut-être un peu plus de biscuits, mais on ne pourra pas transformer. Il n'y a pas d'espoir. Ouais, moi j'avais juste une petite question sur le Zelensky, pour l'Ukraine, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de deux blocs comme ça, hein, le bloc occidental et le bloc la Russie. Et en fait, Zelensky, il s'attelle beaucoup à essayer de culpabiliser l'Occident en disant il faut quand même un peu nous filer un coup de main, hein, on est un peu là pour... ce qu'on fait, c'est aussi pour vous. Et en fait, il a eu cette phrase où il a dit qu'il fallait que les Occidentaux soient un peu plus du côté des valeurs et des valeurs humaines plutôt que du côté du calcul des bénéfices. Alors je trouvais que c'était quand même assez intéressant par rapport à ton texte sur la notion de chiffres, etc.
Alors évidemment, hein, dans sa dynamique, c'est vraiment d'essayer de dire bon, voilà, vous faites le calcul sur le prix du gaz, mais à un moment donné, nous, on meurt. Hein. Donc, mais je trouvais que, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose, justement, au niveau de l'Ukraine, d'un espace où ça fait débat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée-là de... il y a les valeurs et il y a les bénéfices. Et à un moment donné, peut-être qu'on peut aussi faire en sorte de redistribuer un peu ça autrement. Alors, est-ce que c'est pas ça qui vient dire aussi Zelensky, qui d'ailleurs une certaine audience aujourd'hui? Moi, je ne suis pas assez fin politologue, hein, mais c'est vrai que... C'est vraiment en lien avec ce que tu as amené. Oui. C'est vrai que lui, en plus, au niveau communicationnel, il est fort, parce qu'il va prendre des éléments propres à la culture de chaque pays pour établir ses discours. Et justement, on voit aussi qu'il y va un peu de la culpabilité. Ça, il va culpabiliser un peu les autres, en reprenant des points clés de l'histoire de chaque pays. Donc ça, là-dessus, au niveau communication, il est assez fort. Est-ce qu'au fond... Alors moi, ce que j'amenais, c'était d'essayer effectivement de faire dialoguer, entre guillemets, la jouissance phallique et la jouissance féminine pour simplifier un peu les choses. Ta question, c'est est-ce que lui... Les valeurs et les bénéfices. Est-ce que lui, finalement, ne serait pas celui-là qui permettrait de mettre en dialogue ces deux choses-là? Oui, c'est vrai que c'est une remarque... je n'avais pas pensé. Oui. D'une certaine manière, oui, c'est vrai qu'il invite en tout cas à dialoguer et à faire valoir. Lui, il est en train de faire valoir effectivement tout ce qui est en train de se détruire et de rappeler les valeurs essentielles. Oui, alors est-ce qu'il arrivera à faire se dialoguer, se rencontrer ça? Bon. À voir. Bien, merci à tous pour votre attention, votre écoute. Et donc, nous clôturons aujourd'hui notre séance et nous nous retrouverons le 30 avril sur, donc, pour l'épistémologie, le symbolique chez Freud. C'est moi qui le présenterai. Et pour la partie clinique, nous écouterons Sébastien Muller, qui interviendra sur le thème le mélomane. Conférence-concert, voilà, conférence-concert. Et puis, n'oubliez pas que nous avons là des livres. Les livres et le premier volume qui est disponible ici, on en a dans la salle. N'hésitez pas à venir en prendre si vous lire le séminaire. À venir en acheter un si vous le souhaitez pour soutenir la continuité du séminaire. Merci, à bientôt.